a tous vécu ça, non? Un projet qui démarre super bien, tout est propre, tout est clair, et puis, quelques mois plus tard, c'est devenu un vrai sac de nœuds. On n'ose plus toucher à rien. Et si le vrai problème, ce n'était pas la qualité du code lui-même, mais notre manière de le concevoir? La programmation orientée objet, ce n'est pas juste apprendre des mots comme héritage ou polymorphisme, c'est un changement de perspective. Ça commence par une question toute simple. De quoi est vraiment fait notre programme? Ici, on va s'attaquer au cœur du réacteur de la POO, les classes et les objets. On va voir pourquoi sans eux, on ne fait qu'écrire des lignes de code, alors qu'avec eux, on commence à manipuler des idées. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va faire un petit voyage dans le temps, pour passer du mode procédural au mode objet, et surtout pour comprendre le pourquoi de ce changement. Ensuite, on va décortiquer ce qu'est une classe, puis un objet. Après ça, on parlera d'un concept essentiel, la responsabilité, pour bien organiser nos idées. Et pour finir, on verra les erreurs classiques et, bien sûr, comment les éviter. Le but du jeu, c'est de passer d'une vision du code comme une simple liste de tâches à une vision où des acteurs intelligents collaborent. Allez, première étape. Pour bien savoir où on va, il faut comprendre d'où on vient. On a quasiment tous appris à programmer de la même façon en donnant des ordres à l'ordinateur les uns après les autres. Une recette de cuisine en somme. Mais que se passe-t-il quand la recette devient un livre de cuisine de 500 pages? Ce fameux raisonnement procédural, c'est notre point de départ naturel. C'est simple, c'est direct, fais ceci, puis fais cela. D'un côté, on a nos ingrédients, les données, et de l'autre, on a nos actions, les fonctions. Chacun vit sa vie de son côté. Pour un petit script, honnêtement, c'est parfait, ça marche très bien. Le problème, c'est quand on ne veut plus faire un gâteau, mais qu'on veut construire toute une usine de pâtisserie. Et c'est là que les ennuis commencent. Quand le projet grossit, n'importe quelle fonction peut venir piocher et modifier n'importe quelle donnée. Le solde du compte client, par exemple, il est modifié ici. Ah, mais aussi là. Et puis attendez, là-bas aussi. Au final, qui est vraiment responsable de ce solde? Personne ne sait. Le code devient un véritable château de cartes. On a peur de toucher à la moindre ligne de peur que tout s'effondre. Le problème, ce n'est pas un bug. C'est juste que le design est devenu chaotique. Bon, alors, comment on met de l'ordre dans ce chaos? Eh bien, avec la toute première idée fondamentale de l'orienté objet, la classe. Mais attention, il y a un piège à éviter tout de suite. Une classe, ce n'est pas du code qui fait quelque chose. C'est juste une idée, un concept. C'est un plan. L'image qui illustre ça parfaitement, c'est le plan d'un architecte. Ce plan, il décrit une maison dans les moindres détails. Les murs, les portes, le nombre de fenêtres, tout y est. Mais ce n'est qu'un plan, ce n'est pas une maison. On ne peut pas habiter dedans. Eh bien, une classe, c'est exactement ça, le plan d'une idée. Elle décrit la structure de la chose et ce qu'elle est capable de faire. C'est une pure description. À ce stade, rien n'existe encore. D'accord, mais qu'est-ce qu'on met dans ce plan alors? C'est simple, il y a deux types d'informations. D'abord, les attributs, c'est ce que la chose est. Par exemple, sa couleur, son nom, son prix. Ce sont ses données. Et ensuite, il y a les méthodes, c'est ce que la chose fait. Calculer un total, valider une information, se connecter. Ce sont ses actions. Et là, attention, c'est ça le grand changement. Les données et les actions qui les manipulent sont désormais inséparables. On les met ensemble dans la même boîte. Bon, on a notre plan, c'est super. Mais un plan, ça ne sert à rien si on ne construit pas la maison. Et ça, justement, c'est le rôle de l'objet. L'objet, c'est la concrétisation de la classe. C'est la maison construite à partir du plan. C'est lui qui existe vraiment en mémoire, qui s'exécute dans le programme. Chaque objet, même s'il vient de la même classe, a son propre état, ses propres valeurs. Il vit sa vie de façon autonome. Pour faire simple, la classe décrit, l'objet existe. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Avec un seul plan, une seule classe, on peut créer des centaines, des milliers d'objets. Prenez une classe utilisateur. Le plan est le même pour tout le monde. Mais à partir de là, on va créer un objet pour Martin, un autre pour Sophie, un autre pour Paul. Ils ont tous la même structure. Un nom, un email, mais leurs données sont uniques et indépendantes. Si on change l'email de Sophie, ça n'a absolument aucun impact sur Martin. Ok, on a vu la mécanique. Classe, c'est le plan. Objet, c'est la maison. Mais maintenant, on va parler de quelque chose de plus subtil, de philosophie presque. Parce que le vrai défi de l'orienté objet, ce n'est pas d'apprendre la syntaxe. C'est l'art de bien découper la réalité en concepts qui ont du sens. Et pour ça, il y a une règle d'or, un test tout bête. Une classe doit avoir une seule et unique responsabilité. Elle fait une chose et elle la fait bien. Par exemple, cette classe gère la connexion à la base de données. C'est net, c'est précis. Maintenant, si la réponse c'est alors cette classe gère les utilisateurs et les produits et elle envoie les emails de confirmation, là, c'est un énorme drapeau rouge. Si on ne peut pas résumer son rôle en une phrase simple, c'est qu'elle en fait beaucoup trop. Pour s'y retrouver, c'est aussi pratique de voir qu'il y a deux grandes familles de classes. D'un côté, les classes métiers. Ce sont les stars de l'application, celles qui représentent les concepts du monde réel. Un client, une facture, un produit. Et de l'autre côté, on a les classes techniques, les travailleurs de l'ombre, le connecteur base de données, le client HTTP. Elles sont invisibles pour l'utilisateur final, mais elles sont indispensables pour que tout fonctionne.
Passons maintenant à la partie la plus concrète. On va parler des erreurs. Et il faut être clair là-dessus, faire des erreurs de conception au début, c'est complètement normal. On est tous passés par là. Le plus important, c'est d'apprendre à les reconnaître, parce que c'est comme ça qu'on progresse vraiment. Ok, la théorie c'est bien beau, mais dans la vraie vie, où est-ce qu'on se plante le plus souvent? Quels sont ces fameux pièges qui nous attendent au tournant quand on commence à créer nos propres classes? Alors, il y en a 3 qui reviennent tout le temps. La première, c'est la classe Dieu, ce monstre qui fait tout, qui sait tout, qui contrôle tout. C'est le symptôme parfait d'un mauvais découpage, et ça devient vite impossible à maintenir. À l'opposé, on a la classe de données. C'est juste un sac de variables, sans aucune méthode, sans aucune intelligence. C'est un retour déguisé au monde procédural. Et enfin, il y a la classe utilitaire ou manager. C'est le tiroir fourre-tout où on balance toutes les fonctions qu'on ne sait pas où mettre. C'est du désordre organisé et ça cache souvent un vrai manque de réflexion. D'accord, on a identifié les problèmes. C'est un bon début. Maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour les éviter? C'est quoi les bonnes habitudes à prendre pour concevoir des classes saines et robustes? La solution, en fait, elle tient en quelques principes très simples. Il faut penser en termes de briques de Lego. On préfère avoir plein de petites briques bien définies plutôt que quelques gros blocs informes. Donc, une classe doit représenter une seule et unique idée. Elle doit avoir le moins de responsabilités possible. Et son nom doit décrire précisément ce qu'elle fait sans aucune ambiguïté. C'est la base de tout. Alors, si on devait tout résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, une classe, c'est un modèle, un plan. Deuxièmement, un objet, c'est une instance concrète et vivante de ce plan. Troisièmement, la grande révolution, c'est que les données et le comportement sont maintenant liés. Ils ne se baladent plus chacun de leur côté. Et enfin, la clé d'un bon design, c'est la responsabilité. Une par classe et qu'elle soit claire. Voilà, ça c'est le socle de toute la programmation orientée objet. Mais ça ouvre une nouvelle question, une question essentielle. Maintenant qu'on a ces objets autonomes, comment on les protège? Qui a le droit de modifier leurs données? Et comment garantir qu'ils ne se retrouvent jamais dans un état incohérent? Parce qu'un objet qui ne se protège pas lui-même, eh bien, ce n'est rien de plus qu'une variable globale un peu mieux habillée.